Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Lou Espargilière et je vous souhaite la bienvenue dans l'apéro du Club de Verre. Alors qu'est-ce que c'est le Club de Verre? Merci pour cette excellente question. Le Club de Verre, ce sont des milliers de personnes parfaitement stylées, elles me regardent en ce moment précis, qui nous soutiennent avec des sous et de la force et qui nous permettent de faire vivre et grandir un média 100% indépendant. Et tout ça, ça fait qu'un maximum de personnes peuvent lire nos contenus gratuitement et s'informer simplement sur l'écologie tous les jours. Alors si ça vous emballe, si vous êtes chaud, plus chaud que le climat, rejoignez tout de suite le Club de Verre en vous rendant sur verre.eco. C'était la page de publicité. Alors à Verre, on est un peu comme vous, on s'est pris un coup de massue dimanche 9 juin dernier, on s'est même pris 2 coups de massue. Un premier à 20h, à l'annonce des résultats de l'extrême droite, où on a découvert qu'elle totalisait près de 40% des suffrages. Et un deuxième coup de massue à 21h, quand on a vu que le président de la République annonçait la dissolution de l'Assemblée nationale, ce qui, en pleine dynamique du Rassemblement national, laisse croire que celui-ci pourrait être victorieux et gouverner demain. Alors il y a ce qu'on a pu ressentir comme êtres humains, mais il y a peut-être quelque chose de plus important, ce qu'on va pouvoir faire comme journaliste. Et donc comme journaliste, on va continuer de faire notre boulot au maximum pour vous raconter au mieux tout ce que l'accession potentielle du Rassemblement national au pouvoir voudrait dire pour l'écologie et pour les humains. On ne vous dira surtout pas ce que vous devez faire, ce que vous devez dire ou ce pourquoi vous devez voter. C'est absolument pas notre rôle. En revanche, en tant que média, on a décidé de prendre position publiquement et de s'engager contre le Rassemblement national. Alors pourquoi un média sur l'écologie s'engage contre le Rassemblement national? Décidément, vous n'êtes jamais à court de bonnes questions. Eh bien, on a fait ce choix pour au moins 3 raisons. La première, c'est que l'extrême droite présente le pire projet pour l'écologie, à la fois pour le climat, la biodiversité et les humains. Nos lectrices et lecteurs le savent très bien, on l'a abondamment raconté sur verre.eco et vous pourrez notamment lire le décryptage qu'on avait fait du programme de Marine Le Pen en 2022. Et donc on reviendrait en fait en arrière sur les maigres avancées environnementales de ces dernières années. Autre point, si le RN venait à gouverner, l'écologie disparaîtrait pour de bon de l'agenda politique et médiatique. Donc on pourrait autant en parler qu'on veut dans Verre, finalement, voilà, ce serait comme un peu pisser dans un violon. Et on sait très bien que l'espace médiatique serait saturé avec des débats sur l'immigration et sur la sécurité. Et enfin, parmi encore d'autres nombreux exemples, le financement des associations sur le climat serait menacé. Le RN pourrait vouloir supprimer la déduction fiscale de 66% des dons aux ONG. Et ça, c'est aussi quelque chose qui bénéficie aux médias indépendants sur l'écologie, dont Verre. Donc à la fois la lutte pour le climat et à la fois l'information sur l'écologie seraient directement menacées. Ce qui se passe, c'est vraiment pas un événement politique comme les autres. Et je voudrais vraiment le dire, je crois qu'on n'est pas prête et prêt pour ce qui va se passer si Jordan Bardella accède à Matignon. Donc, petit message d'espoir peut-être, il n'est plus l'heure de se demander si ça vaut vraiment le coup de s'engager, s'il est trop tard pour agir. Il faut agir toutes et tous maintenant pour éviter la catastrophe, c'est-à-dire l'accession du RN au pouvoir le 7 juillet. Car rien n'est écrit et de toute façon, pour ça, comme pour la crise climatique, il est trop tard pour être pessimiste. Alors maintenant, on respire un grand coup, on s'installe confortablement et on reprend des forces et on accueille mes 2 invités de ce soir. Ma première invitée est l'épouse des milliardaires tout en militant au soulèvement de la Terre. J'ai le plaisir d'accueillir l'autrice et comédienne Audrey Vernon. Vous pouvez l'applaudir. Mon second invité est journaliste, humoriste quotidien, n'importe quoi, comédien et même assistant parlementaire de José Bové à l'affiche d'une affaire de principe en ce moment même. Et je ne veux pas spoiler, mais c'est le cum de ma première invitée. J'ai le plaisir d'accueillir Thomas VDB. Bon, on est quelques-uns et quelques-unes à être encore un petit peu sonnés là, de ce qui s'est passé dimanche 9 juin. Qu'est-ce que ça vous a fait? Non, moi, je suis super contente parce que ça veut dire que quand même, dans 3 semaines, potentiellement, on a l'extrême gauche au pouvoir. Donc c'est quand même... Parce que moi, je pensais que la libération, c'était ce lundi. En fait, qu'il allait y avoir une grande révolution mondiale et quelque chose d'assez incroyable qui allait se passer. Mais j'ai 3 semaines d'avance. La libération, la fin de la destruction du vivant, la grande respiration, c'est pour dans 3 semaines. Et finalement, c'est bien aussi. C'est quelque chose qui nous différencie un petit peu, c'est-à-dire que Audrey, déjà, est celle... Donc voilà, on est en couple... Pour ceux qui n'avaient pas compris, on est en couple, on a des enfants ensemble. C'est grâce à elle que finalement j'ai pris conscience de toutes les questions, de la gravité des questions écologiques, on va dire. C'est ce qui pour tout vous dire, me passait un petit peu au-dessus de la tête il y a 10 ans. C'est-à-dire, il y a 10 ans, on me parlait d'écologie, moi je pensais à Antoine Vechter. Et j'étais là, c'est pas ses vrais cheveux.
Bon, c'est que des trucs sur lesquels on faisait des blagues à l'époque de, je sais pas, du bébé de show. Et donc voilà, c'est vraiment Audrey, les sujets d'Audrey qui ont infusé un petit peu dans les miens. Et elle a cette tendance à être beaucoup plus optimiste que moi. C'est-à-dire que depuis quelques années, Audrey me dit « Ouais, t'en fais pas, c'est la merde, mais t'en fais pas, dans 3 ans, tout ça, c'est fini. » Et elle semble croire vraiment que la sortie, le bout du tunnel, là, c'est dans pas longtemps du tout. Et visiblement, l'annonce de la dissolution lui donne l'impression que c'est encore plus près qu'on l'imaginait. Donc, je suis là, cool, et j'espère que t'as raison, parce que vraiment, moi, j'ai l'impression que t'as tort. Merci pour cette introduction. Je pense que tout le monde est au max dès le début de l'entretien, c'est génial. Alors, la peur de l'extrême droite, il y a un des bons côtés, c'est que ça fait oublier l'éco-anxiété. C'est pas mal finalement, non ? Ah mais ça relègue, moi, depuis dimanche soir, la question de l'écologie, c'est une question de jadis. C'est-à-dire que dès qu'on a vu les résultats des législatives, je me suis dit, mais en fait, l'écologie, ça va devenir un truc, c'est un hobby, c'est notre hobby en fait. C'est comme si on collectionnait, on faisait des cathédrales en allumettes en fait. Parce que j'ai l'impression que ça va être, comme tu le disais, voilà, je l'ai pas lu le programme de Marine Le Pen d'écologie, mais je pense qu'il se lit assez rapidement, j'imagine. Et donc j'ai eu tout de suite j'ai eu l'impression que ces questions qui ont habité par exemple le dernier spectacle que j'ai joué qui s'appelle Thomas VDB s'acclimate, que j'ai coécrit avec Audrey avec un autre pote qui s'appelle Navo, voilà, qui est un spectacle qui pour la première fois m'engageait vraiment sur mon éco-anxiété. Parce qu'en fait, à la base, je voulais parler de ma peur de la canicule, parce que j'ai horreur de la canicule et de la chaleur. Donc, c'est ce que j'avais dit à Audrey, je veux que ce soit le point de départ de mon spectacle. Et elle m'a dit, ouais, mais il faudrait que tu dises que les multinationales, c'est des nazis. Je disais, ah oui, c'est quand même, il y a un grand écart quand même là. Bon. Et donc, elle m'a fait faire ce grand écart dans le spectacle, mais qui, malgré tout, tient très bien, parce que j'ai fait un spectacle qui, j'en suis très heureux, a très bien marché. Mais donc voilà, la question, c'est qu'à la base, moi, j'étais pas vraiment préoccupé par ces questions écologiques et que voilà, c'est arrivé vraiment très fort dans ma vie d'un seul coup, quoi. On parlera de votre vie de néo-ruraux dans un instant. Alors, c'est une citation un petit peu tarte à la crème, vous l'avez entendu 1 milliard de fois, mais elle me semble parfaitement de saison. C'était il y a 42 ans, je suis très nul en maths. En 1982, dans le tribunal des flagrants délires de France Inter, on va parler de France Inter, Pierre Desproges faisait sa célèbre chronique en face de Jean-Marie Le Pen, où il interrogeait les auditeurs et les auditrices en disant « Peut-on rire de tout ?» Alors ça, il répondait « Oui, de la misère, de la guerre, de la mort. » Et peut-on rire avec tout le monde ? Donc là, ça va être la question un peu qui va peut-être nous occuper dans les prochaines années. Là, il était moins sûr en face de Jean-Marie Le Pen, et il disait voilà, la présence à mes côtés d'un militant d'extrême droite assombrit couramment la jovialité monacale de cette mine réjouie. La phrase était beaucoup plus longue que ça. Alors, à vous deux, je vous pose cette question. C'est quoi la première blague qui vous est venue après la victoire du Rassemblement national ? Triple flûte. C'est ce que je me suis dit, je dis triple flûte. Non, j'ai pas eu de blague, vraiment, ça n'a pas donné le cœur à rire, vraiment. T'as eu des blagues qui sont venues en tête à l'annonce des résultats des législatives ? Ouais, vous n'êtes pas dit, tiens, que je vais essayer de tourner ça en dérision, parce que c'est un petit peu stressant quand même. Si, mais en fait ce que tu dis juste avant sur la blague de Desproges en face de Jean-Marie Le Pen m'évoque un truc qui, en fait, cette semaine, à un moment, j'étais en train de scroller sur Internet, qui est un truc que je fais à peu près 1 fois par an, de temps en temps, c'est juste. Et donc, je suis tombé sur une vidéo de RTL, sur laquelle Philippe Cavrivière, qui est un comique brillant, il n'y a pas de doute là-dessus, mais voilà, il était en face de Bardella ou Marine Le Pen, je ne sais plus, en train de faire des blagues. Et ça m'a rappelé ce qu'avait dit Pierre Desproges, c'est-à-dire on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Et je me suis dit, apparemment si, avec n'importe qui. Et ça m'a rappelé que il y a 2 ans, France Inter, puisque tu allais nous faire parler de France Inter, a décidé d'arrêter, parce qu'ils ont dit que c'était pas le sujet, de mettre des hommes politiques en face des comiques, c'est-à-dire d'avoir des comiques qui s'emparent du thème politique en face d'un homme politique. Il y avait Charline, il y en a eu plein, il y avait Sophia Aram qui est encore là, il y avait Guillaume Meurice qui est plus là. Et donc, il a été décrété, parce que je pense que c'était à la demande, à mon avis, des gens, tu vois, je pense Darmanin, il s'est fait flinguer par Guillaume Meurice et Charline Vanhoenacker, et il a dit non, mais c'est pas l'endroit pour faire de l'humour. Tous les politiques qui sont passés, qui sont fait flinguer par les comiques de France Inter, ont dit non, mais c'est pas l'endroit, l'humour c'est un truc, la politique c'est un autre truc. Apparemment, ça les dérange pas du tout d'aller rigoler à l'antenne de RTL devant un comique qui est, je suis d'accord, très drôle, mais apparemment là il rigole et tout, et donc apparemment on peut rire de tout mais avec n'importe qui.
Et bon, ça devient un petit peu compliqué. Enfin, voilà, cette omniprésence du Rassemblement national. Alors ça, c'est notre point de vue, parce que tous les fans du Rassemblement national, ils s'en réjouissent de voir que Jordan Bardella, il a la parole partout. Mais voilà. Donc tout ça pour répondre à ta question. Est-ce qu'on a une blague qui nous est venue ? Pas vraiment. Pas vraiment. C'est plutôt un... Moi, j'ai des trucs. Vas-y. En fait, en ce moment, depuis 1 an, j'écris un spectacle qui s'appelle « Comment traverser les sombres temps », qui est beaucoup inspiré par Hannah Arendt, Walter Benjamin, Gunther Anders et Bertolt Brecht. Et au début, le spectacle n'était pas trop d'actualité. Et puis, plus on avance, plus je me dis « Waouh, on est vraiment en train de traverser des sombres temps ». Donc, quelque part, ça m'arrange un peu. Enfin, vraiment, là, je vois... C'est bon pour ta com ? C'est bon pour ma com. Et je me dis, ah ouais, en fait, on est en train de voir exactement toutes les choses dont j'entends parler dans les textes de Arendt, par exemple, dans Les origines du totalitarisme ou La condition de l'homme moderne. Et c'est pas vraiment une blague, mais du coup, j'ai amené des choses intéressantes. Et je vais vous lire un tout petit extrait, parce qu'à un moment donné, elle cite Brecht. Quand elle dit tout petit extrait, ça peut parfois être de très très gros paragraphes. J'espère que vous avez amené des plaids, parce qu'on va être là pour un moment. Donc voilà, Arendt, elle dit « J'ai trouvé dans Brecht la réflexion suivante. Les grands criminels politiques doivent à tout prix être mis à nu et surtout être livrés au ridicule. Ce ne sont pas de grands criminels politiques, mais des hommes qui ont commis de grands crimes politiques, ce qui est quelque chose d'entièrement différent. Si les classes dirigeantes, dit Brecht, permettent à un petit escroc de devenir un grand escroc, il n'a pas droit à une position privilégiée dans l'histoire. C'est-à-dire que le fait qu'il devienne un grand escroc et que ce qu'il fait a des conséquences graves ne le grandit pas. Puis il dit, sur un plan général et de façon abrupte, on peut dire que la tragédie traite des souffrances de l'humanité d'une façon moins sérieuse que la comédie. C'est-à-dire qu'il faut vraiment continuer, c'est l'exemple que nous donnent Brecht et Arendt, à se moquer d'eux vraiment et à pas du tout prendre au sérieux tout ce qu'ils disent, tout ce qu'ils font. Il faut se rendre compte que c'est du mal absolu, mais il faut le tourner en ridicule. C'est bon, j'ai fini. Je me disais aussi que dans tous les gens qui ont voté pour le Rassemblement national, qui ont voté vraiment à l'extrême droite ce week-end, j'ose espérer que dans ceux qui ont vu les résultats parmi tous ces gens-là, il y en a quand même qui se sont dit ouais, merde, quand même, ça craint un peu quand même. C'est-à-dire, j'ai envie de croire qu'il y en a plein qui se disent on a fait de la merde. C'est-à-dire que ouais, à part ça, c'est moi l'optimiste. Oui, c'est vrai, j'avoue. Ce procès en optimisme, c'est génial. Donc on vient de l'apprendre, Guillaume Meurice a été licencié par Radio France pour faute grave. Qu'est-ce que ça dit ? Est-ce que c'est une blague qui allait trop loin ? Est-ce que c'est l'humour sur France Inter qui rétrécit ? Est-ce que c'est l'époque qui tolère plus un certain nombre de choses ? Alors moi, j'ai été virée de France Inter il y a 7 ans pour une blague sur les cheminots. Nicole Ferroni s'est fait virer de France Inter. Daniel Mermet s'est fait virer de France Inter. Didier Porte. Stéphane Guillon. Qui d'autre aussi ? Antoine Chao. Antoine Chao. Camille Cronier est réinvesti apparemment de sa mission. Voilà, donc qu'est-ce qui se passe en fait là ? C'est une radio de merde. On peut le dire. C'est-à-dire que dimanche matin, j'ai écouté le journal de France Inter et que ce soit sur la 69 ou sur la Palestine. Alors sur la Palestine, ils ont réussi à dire que les otages avaient été libérés au prix d'un grand coût humain, sans citer le massacre du camp de réfugiés. Ils ont dit que c'était un moment de répit pour Benyamin Netanyahou. Et ensuite, sur la 69, ils ont donné la parole uniquement au préfet du Tarn, qui a dit qu'il n'y avait que des gens qui voulaient faire je sais pas quoi. Donc, c'est vraiment une radio de merde. À toi. Ok. Alors, moi, c'est assez curieux parce que ça fait 11 ans que je suis sur France Inter. Et qu'on est en couple depuis 10 ans. Donc ça fait 10 ans que je m'en prends plein la gueule. Non. Moi, depuis 10 ans, donc j'ai fait des années, j'étais chez Stéphane Bern, chez Isabelle Giordano, des émissions de divertissement, avant d'arriver en 2014 dans l'émission de Charline. Et depuis 2014, je vois partout sur Internet des gens qui disent « Non, mais France Inter, c'est vraiment une radio à la botte du pouvoir et tout. » Et moi, de mon point de vue, je dis « Mais vous êtes fous, vous n'avez jamais écouté Guillaume Meurice ?» Moi, de mon point de vue, j'étais dans l'émission de Charline, j'étais là, mais vous avez perdu la tête. C'est pas du tout une émission, c'est pas du tout une chaîne radio qui est à la botte du pouvoir et tout. Et puis est arrivé ce qui est arrivé cette année. Et
je peux pas m'empêcher de raconter un truc qui est arrivé l'année dernière quand la décision a été prise par la direction de France Inter de passer l'émission de quotidienne en hebdomadaire, ce qui a provoqué une énorme esclandre à l'intérieur de la radio, parce que cette émission cartonnait et tout. Et un jour, j'étais dans les couloirs d'émission de la radio par hasard ce jour-là, et puis je croise Adèle Van Rett, je ne savais même pas qui c'était là, la radio. On m'avait dit que c'est une grande blonde, je vois une grande blonde qui me dit « Mais tu peux venir, Thomas hein ?» Et en fait, je comprends que c'est Adèle Van Rett qui invite tous les membres qui composent l'émission de Charline dans un bureau pour une réunion, pour expliquer pourquoi elle a décidé de passer cette émission de la quotidienne en hebdomadaire. Et donc, elle s'explique devant certains des gens qui travaillent sur cette émission, parmi les techniciens, parmi les journalistes et tout, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas forcément à l'antenne, mais qui travaillent quotidiennement sur cette émission, qui risquent de perdre leur job. Et donc, on les écoute. Et à un moment, je dis à Adèle Van Rett, je dis, excuse-moi, bon, moi, c'est vrai que je me suis un peu éloigné de l'émission parce que j'avais d'autres trucs, j'ai ma tournée et tout ça. Mais je lui dis, mais c'est quand même fou que, pour moi, l'humour de contre-pouvoir, c'est quelque chose d'historique à France Inter. Je veux dire, c'est quand même le seul endroit où tu peux te moquer du pouvoir depuis toujours. On l'a vu avec Les Flagrants Délires, avec Louis Rego, avec Didier Porte, avec Stéphane Guillon, des comiques qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais qui ont toujours eu leur place dans cette radio. Et donc, je lui dis, mais je ne comprends pas, alors que cette émission cartonne, que vous décidiez de virer cet espace quotidien d'humour et de liberté de contre-pouvoir, alors que ça fait partie des trésors de France Inter que vous devriez garder, chérir, quoi. Et donc, je dis, je comprends pas que vous vous sépariez de ça. Et elle me dit, qu'est-ce qui te dit que c'est pas mon projet? Et donc, un an après, je réfléchis encore et j'ai toujours pas trouvé la réponse. Parce que je me dis, tout me dit que c'est pas ton projet. Et donc, il y a un mois, et là, en fait, pour tout te dire, moi, ce mois-ci, en fait, donc il y a eu la blague de Netanyahou au mois d'octobre. Il l'a refait parce qu'en fait, il y a eu un non-lieu sur la blague, alors que l'Arcom l'avait interdit, mais que l'État a dit non, mais écoutez, il y a non-lieu sur le truc. Et moi, je pensais certainement très naïvement, alors, apparemment très naïvement, mais que France Inter allait dire allez, reviens à Meurice. C'est-à-dire, je pensais vraiment qu'ils allaient lui faire pom, attention, hein, allez, reviens là. Et puis finalement, et donc en fait, donc il y a 10 jours, il a été convoqué dans un entretien liminaire à son licenciement. Donc là, on a commencé à comprendre que c'était sérieux. Mais je ne pensais vraiment pas que ça allait aller jusqu'au bout. J'étais là, ils ne peuvent pas être zélés à ce point de ridicule. Et en fait, le fait est qu'aujourd'hui, la nouvelle est tombée. Donc ça m'est tombé un peu sur la tête aussi. Donc j'en suis aujourd'hui à me dire, parce que moi je me suis un peu éloigné de l'émission, mais j'ai une émission d'été de musique, de divertissement, une émission rigolote qui s'appelle Qui veut gagner la flûte à bec. Et donc la question en ce moment est de me dire, mais est-ce qu'il est pertinent de continuer à faire des blagues, quand bien même sur un autre sujet que la politique, mais de me sentir à l'aise, légitime et sincère en faisant des blagues, sachant que j'ai un de mes potes qui s'est fait virer parce qu'il a fait la blague de trop. Je vais être là. Si on me fait pas la liste des blagues que j'ai pas le droit de dire à l'antenne, je vais me sentir muselé et je vais pas me sentir à l'aise pour animer une émission. Donc la question en ce moment, c'est de me dire, est-ce qu'il est pertinent de faire cette émission cet été, quoi. Voilà. Ouais. Bon, on va en revenir à des trucs rigolos. Alors, donc Thomas, tu l'as dit, avec Audrey, vous avez coécrit ton spectacle Thomas VDB s'acclimate, que tu as joué pendant plusieurs années, qui s'arrête, mais que vous pourrez bientôt voir en vidéo. Audrey, toi, tu as écrit des spectacles, joué des spectacles, écrit des textes sur les milliardaires, qui est un petit peu ta marotte. Comment on fait pour rire de la catastrophe écologique? C'est quoi les ressorts comiques? Est-ce que c'est l'autodérision? Est-ce que c'est l'ironie? Ridiculiser les milliardaires, par exemple, les puissants Comment on rit de la fin du monde, quoi? Toi, d'abord, c'est en te moquant des milliardaires. C'était vraiment le premier spectacle que tu as écrit et c'est vraiment le sujet d'origine. Pour moi, le rire, en fait, c'est comme dit Bergson, c'est l'intelligence partagée. Donc, j'ai plus une façon de décrire... Oui, c'est ce que je voulais dire, ça. J'ai plus une façon de décrire les spectacles où j'essaye de créer un lien avec le public, justement, autour de la compréhension d'un problème ou d'un sujet. Et si je prends l'exemple de Fukushima, qui est vraiment le spectacle avec le sujet le plus anxiogène peut-être, et le moins drôle. Un spectacle que tu as fait sur la catastrophe de Fukushima. Un spectacle que j'ai fait sur la catastrophe. Pourquoi c'était pas clair?
Je sais pas si tu Moi, j'ai pourrais trouvé être ça au hyper courant. clair, mais Évidemment, on a tous les fans qui sont là et qui Non, savent. mais Fukushima, tu Gros penses que c'est sur mansplaining. quoi? Sur Sur la municipalité de Fukushima. La municipalité. C'est une visite touristique de Fukushima, mais vraiment du centre-ville. Non, mais si on prend l'exemple de Fukushima, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant dans l'écriture, c'était de comprendre la catastrophe, de la partager avec les spectateurs et de trouver des détails cocasses, on peut dire. L'exemple le plus drôle, je trouve, c'est par exemple au moment de la catastrophe, ils se sont retrouvés à avoir perdu la mesure du cœur des réacteurs, donc ne plus connaître le niveau de radioactivité, ils n'avaient plus d'électricité en fait dans les 3 réacteurs. Et il y a un moment où ils ont l'idée de sortir sur le parking de la centrale et d'enlever les batteries des voitures pour les brancher en série au cœur du réacteur, pour récupérer les mesures de la centrale. Et ça, c'est un détail. Quand je l'ai trouvé, je me suis dit, ah, ça, c'est vraiment... Rigolo. C'est vraiment rigolo. Et sur les milliardaires, par exemple, il y a plein de détails rigolos. Là, je suis en train d'écrire Comment épouser un milliardaire 2. Alors, la grande nouveauté, par exemple, depuis que j'ai écrit le 1, qui était en 2009, c'est par exemple que les milliardaires, en ce moment, fabriquent des armes. Donc, par exemple, Google s'est mis dans un projet d'armes qui s'appelle le projet Nimbus. Et tous les ingénieurs ont dit, nous, on n'a pas signé pour fabriquer des armes. Alors, Google les a virés. Et puis, les ingénieurs, ils ont dit, mais votre devise, c'était « Do No Evil ». Alors, Google a enlevé le « Do No Evil » de la charte. Il y a des rires. C'est en rodage. Hein. C'est en rodage, donc... Faut affiner les punchlines. Faut Bon. affiner. Non, il y a des trucs marrants, quoi. Non, mais bien sûr. Alors moi, pour parler vraiment du côté purement créatif de nos spectacles, comme je disais, Audrey a été d'une grande inspiration pour moi et voilà sur mon spectacle. Par contre, moi, quand je me suis dit tiens, je vais faire un spectacle au début qui parle de canicule et puis par extension d'écologie. J'avais un petit ange dans ma tête, comme le capitaine Haddock, là, dans la BD, qui me disait « Attention, ne sois pas donneur de leçons ». Parce qu'en fait, je me suis dit, le côté donneur de leçons annule. Et c'est ça, c'est le problème qu'on a tous. Parce que comme on est tous un peu écolo, on sait que dès qu'on commence à parler à quelqu'un, un de nos potes qui est moins écolo, à un moment, il est là « Écoute, ferme ta gueule ». Et donc, c'est vraiment le truc, moi, qui pour moi, duquel je veux me tenir éloigné au maximum. Donc, je veux être le plus pertinent possible en essayant d'être le moins chiant possible. Parce qu'évidemment, on n'avait pas prévu dans notre vie de devenir écolo et d'être chiant, être là. Attention, mon gars, faut bien trier les poubelles. Hein. Bon. Et donc, moi, c'est un truc, mais c'est un truc certainement un peu d'égo, ce qui n'a rien à faire là, hein, normalement, mais qui fait que je me suis dit, je veux pas avoir un côté donneur de leçons, sinon il y a des gens qui vont me dire ouais, mais c'est facile, t'es qu'un sale gaucho. Et donc je ne veux donner aucune excuse à quelqu'un de pouvoir me traiter de gaucho. C'est-à-dire qu'en fait, je veux pas être donneur de leçons, je veux vraiment mettre des nœuds dans la tête des gens. C'est ce qu'on a fait un peu avec le spectacle. Hein, c'est vrai. Hein. Dans le spectacle, tu racontes notamment qu'à la télé, tu as dit que tu prendrais plus jamais l'avion. Et tu t'es fait gauler juste après dans un aéroport. Oui. C'est assez drôle du spectacle. Est-ce mais que tu voilà, peux nous raconter parce qu'en cette anecdote fait, je m'étais engagé à faire un spectacle pour une cause. C'était pour une association de trisomiques. Et donc, quand le mec vient me voir à l'aéroport en me disant mais je vous ai vu à la télé, vous avez dit que vous preniez plus du tout l'avion. Et je dis ouais, mais c'est pour les trisomiques. Et je dis tu fermes bien ta gueule, là, mon pote. Bon. Et donc voilà, je parle de contradictions parce qu'évidemment, les contradictions, on est tous mis le nez dedans constamment. Il y a tous un relou qui vous a dit t'es écolo mais t'as un smartphone, bravo mon pote. Et évidemment ça c'est quand même le cancer de l'humanité, les gens qui vous disent ça, qui croient qu'ils ont raison et qu'ils ont le dernier mot parce qu'ils vous ont dit que vous n'étiez pas cohérent, parce que ça c'est vraiment le truc. Là c'est les gens qui te disent mais t'es pas cohérent mon pote, et les gens ils ont l'impression d'avoir le dernier mot sur internet parce que t'es pas cohérent. Et donc et je pense que personne n'est cohérent. Personne ne peut être. S'il fallait qu'on soit cohérent, il faudrait qu'on aille manger des fraises des bois dans la forêt. Et on n'a pas envie, franchement. Bon, on a quand même envie d'avoir des maisons où on peut se chauffer et être frais en été. Donc en fait, mon spectacle voulait vraiment embrasser ce truc-là à bras-le-corps, c'est-à-dire de dire on n'a pas d'autre choix que d'être écolo. Mais je voulais pas le faire de façon accablante pour les gens qui ont l'impression d'être mis en face de leurs contradictions, quoi. Non, moi, j'ai une super citation sur le sujet. Non, mais là, désolé, mais... Alors, c'est un petit extrait de Endgame de Derek Jensen, qui est vraiment un livre culte que j'adore. Et je vais vous lire un petit... C'est qui Derek Jensen? Peut-être pour ceux qui ne savent pas. Raconte-nous, mais pas pour moi. J'en entends parler tous les jours depuis 4 ans. Mais... Non, mais peut-être tu peux... Mais...
C'est c'est quelqu'un qui vit dans la forêt en Amérique et qui écrit beaucoup de livres que j'adore. Et voilà, je vais vous lire un petit extrait dans Endgame, le problème de la civilisation, qui est vraiment. Alors après, il faut une petite semaine pour se remettre de la lecture du livre, mais après, on est bien. Donc, il écrit. La culpabilité que nous attribuons en raison de notre participation au système mortifère appelé civilisation masque un péché bien plus grave. Certes, j'utilise du papier toilette, et alors ? Ça ne me rend pas aussi coupable que le PDG de Weyerhaeuser, et penser que c'est le cas équivaut à faire un énorme cadeau aux puissants en détournant vers nous l'attention qui devrait être dirigée sur eux. De quoi alors sommes-nous coupables ? Eh bien, de quelque chose de bien pire que d'être employé comme rédacteur technique ou comme aide-serveur, bien pire que mon travail d'écrivain dont les livres sont fabriqués avec la chair des arbres, bien pire que d'utiliser du papier toilette, conduire des voitures, vivre dans des maisons en contreplaqué de bouleau collées au formaldéhyde. Pour tout cela, nous pouvons être pardonnés, parce que nous n'avons pas créé ce système et que les alternatives ont été systématiquement éliminées. Les puissants ont vidé les rivières de leur saumon, et c'est nous qui devrions nous sentir coupables d'acheter notre nourriture dans un supermarché. Mais on ne pourra guère nous pardonner de ne pas avoir anéanti le système ayant engendré ces problèmes, de ne pas avoir chassé les déforesteurs des forêts, de ne pas avoir arrêté les pollueurs, de ne pas avoir chassé les marchands du temple qu'est la planète Terre, notre unique foyer. Nous sommes coupables car nous permettons aux puissants de continuer à détruire la planète. Je sais bien que nous sommes plus ou moins constamment incités à utiliser une rhétorique inclusive, mais quand réaliserons-nous qu'une guerre contre le monde naturel, contre nous tous, a déjà été déclarée par les classes dirigeantes? Nous devons les arrêter par tous les moyens nécessaires. Audrey, on l'a bien compris, ta grande spécialité peut-être c'est, outre la littérature... La lecture. Outre la lecture, c'est les milliardaires. Donc tu as effectivement déjà fait un spectacle, on le retrouve dans plusieurs de tes textes. Tu as fait une série de chroniques sur le sujet sur France Inter. Pourquoi cette fascination pour les milliardaires ? Parce qu'ils détruisent le monde. Et donc qu'il faut tous les enfermer. Alors, cette année, ils sont 2781, le plus riche a 215 milliards. Quand j'ai écrit Comment épouser un milliardaire 1 en 2009, ils étaient 793 et le plus riche avait 43 milliards. Leur fortune a augmenté de 90% depuis 2020. Et c'est des serial killers, en fait. C'est un peu, ne pas s'attaquer à eux, c'est un peu comme si quelqu'un était avec une hache dans une maison et que plutôt que de l'arrêter, on allait discuter d'autres choses ou essayer de comprendre son enfance ou je sais pas quoi. En fait, il faut les enfermer. J'ai eu une super idée hier, je me suis dit, en fait, on organise une sorte de G7 où on prend tous les milliardaires et les grands dirigeants et on les invite à un truc de réflexion quelque part sur une île. Et là, tous les pilotes de jet, on leur dit de se barrer et on les laisse tout seuls sur une île et ils se démerdent pour se faire à bouffer et tout. On a besoin de quoi ? 30, 40 pilotes de jet un peu motivés ? Alors, ouais, c'est lequel ton préféré ? Alors, donc, parmi les premiers, on a Arnaud, mais Bezos, Musk, c'est... Faut pas me lancer là-dessus. Hein. Oh là là, c'est quoi ton top 3 des milliardaires ? Alors, mon top 3, cette année, je dirais que c'est... Alors, mon top 3 Non, alors, cette année, je dirais Lakshmi Mittal. Pourquoi ? Parce que ArcelorMittal, c'est une entreprise française qui a été donnée à un milliardaire indien qui s'appelle Lakshmi Mittal. C'est le plus gros pollueur industriel français. Voilà. C'est celui qui a détruit Fos, Dunkerque. Et ce qui est très rigolo, c'est que Macron il a lancé le plan France Relance 2030 et que Lakshmi Mittal, qui est déjà milliardaire, va récupérer le plus de subventions de nos impôts. Voilà, Bruno Le Maire va lui donner 850 millions d'euros. Donc, est-ce que quelqu'un peut téléphoner à Bruno Le Maire pour lui dire le mec est déjà milliardaire ? Va chier dans ta caisse, Bruno Le Maire, peut-être, tout simplement, pour lui dire. Donc voilà, je dirais Lakshmi Mittal en 1. Lui, il faut vraiment faire quelque chose. Ensuite, en 2... Non, je dirais Lakshmi Mittal. Et puis après, en 2, Bernard Arnault. Alors, Bernard Arnault, c'est très rigolo, parce que donc c'est le plus riche. Et il a réussi à fabriquer des sacs en plastique qui vend au prix du cuir. Alors, les sacs Vuitton, en fait, il faut savoir que c'est du PVC.
Donc c'est du plastique et ils vendent le sac 900 €. Et j'ai regardé le prix de la toile PVC, c'est 12 € du mètre carré. Donc le mec vraiment réalise une très très belle arnaque sur le dos des consommateurs. Bon, après, qui est le plus con, celui qui les fabrique ou celui qui les achète, on ne sait pas. Mais bon, il y a quand même beaucoup de renforts de communication et tout pour ça. Donc je dirais en 2 Bernard Arnault et en 3 L'Oréal. L'Oréal, donc la famille Bettencourt et tout. Parce que les cosmétiques, c'est... Stéphanie L'Oréal qui est là. L'Oréal, c'est un sous-produit de l'industrie pétrolière. Les cosmétiques, c'est fabriqué avec le naphta, qui est le 4e produit qui est extrait de la distillation du pétrole. Alors, tout en bas, il y a le bitume. Juste après, il y a le gazole, le fioul lourd. Et après, vers le milieu, là, il y a le naphta. Et le naphta, comme c'est un sous-produit de l'industrie pétrolière, ils ne savent pas trop où le mettre. Et donc, ils le mettent dans les crèmes qu'ils donnent aux femmes. Voilà. Malin. C'est pas pour rien qu'ils sont milliardaires. Hein. Alors, vous avez peut-être remarqué que sous vos fesses, il y avait 2 visages. 2 visages bien connus, celui de Greta Thunberg et Pascal Praud. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est à prendre la feuille que vous avez, à la plier en 2, pour que d'un côté, on ait Pascal Praud et de l'autre, on ait Greta Thunberg. Et on va jouer un petit jeu toutes et tous ensemble. C'est Greta Thunberg ou Pascal Praud, écolo ou pas écolo. Je vous laisse deviner qui incarne quoi. Voilà. Et donc, évidemment, vous allez jouer. On en va jouer, bien sûr. Alors, l'avion à hydrogène. Ah ben Pascal Praud. Ok, pas très écolo. Non, mais c'est quoi la question? J'ai pas compris. Ben, qui croit à l'avion à hydrogène? Écolo ou pas écolo? Pas écolo, l'avion à hydrogène. C'est tellement pas écolo qu'on ne comprend pas la question. Exister a priori, quoi, mais bon. Ah oui, quand c'est pas écolo, il faut qu'on dise Pascal Praud. Ouais, ou que tu montes Pascal Praud. Ok. La voiture électrique. Pascal Praud. Ouais, donc là, on sent que c'est déjà un peu clivant. Hein. Ah ouais. Si vous voyez vos réponses, vous détesteriez. Là, il y en a qui vraiment... Les Tesla, le Cybertruck Tesla d'Elon Musk. Ouais. Donc not all voiture électrique, très clairement. Jordan Bardella. Jordan Bardella qui réduit son bilan carbone en allant jamais à Strasbourg, à Bruxelles, en restant chez lui à Paris. Ouais. Écolo. Écolo, en fait. Ouais, bien sûr, ouais. Les éoliennes. Ah, il y en a 2-3 qui sont... Il y a des fans de Stéphane Bern dans la salle. C'est intéressant à savoir. Jordan Bardella qui brasse tellement d'air qu'il produit 2000 TWh par an, d'électricité 100% renouvelable et made in France. Ah. L'intelligence artificielle. Parce que Emmanuel Macron dit que ça va sauver le climat, donc vous n'écoutez pas Emmanuel Macron, très clairement. Un responsable RSE chez Total Energy. Ah, écolo? Pourquoi pas? Cette personne est écolo. Très bien. Je pense qu'il y a 2-3 personnes qui ne sont pas tout à fait d'accord dans la salle, on pourrait discuter après. Patrick Pouyanné. Patrick Pouyanné qui renomme Total en Total Energy avec un S pour dire à tout le monde qu'il ne fait pas que du pétrole. Patrick Pouyanné qui ferme Total Energy. Ah. Ça dépend ce qu'il ouvre, exactement. Ouais. Patrick Pouyanné qui ferme Total Energy pour ouvrir Total Apocalypse, leader mondial du charbon et des abris en béton pour attendre la fin du monde dans le désert du Nevada. Je sens qu'il y a des gens qui comprennent même plus qui je suis ou ce que je raconte. Bon, merci, c'était très clair. Je comprends beaucoup mieux qui vous êtes maintenant dans le club de verre. Audrey Vernon, revenons à nos moutons. Donc, tu es vice-présidente de l'association de soutien au soulèvement de la Terre. Non. Non? Non, je suis juste soutien des soulèvements de la Terre. Ah, parce que dans les tribunes, tu es marquée comme l'une des 20 vice-présidentes. C'est coprésident, ouais. Co-présidente, pas vice-présidente, pardon. Est-ce que tu veux nous parler de ce que tu fais au soulèvement de la Terre, de ton engagement en tant que militante écolo? J'ai eu énormément de chance. Parce que au moment du confinement, je suis allée jouer pour Total, pour les raffineurs de Total qui se battaient à l'époque contre la délocalisation de Total en Ouganda, en Seine-et-Marne. Et d'ailleurs, j'ai une lettre d'un raffineur à vous lire un petit peu après. Je suis allée jouer pour eux gratuitement, $1 Billion Baby. C'était pendant le confinement, on n'avait pas le droit de jouer. Il neigeait, c'était assez magnifique.
Et suite à ça, en fait, je me suis dit que ce nouveau spectacle, Billion Dollar Baby, il avait beaucoup de sens à être joué dans des luttes. Parce que c'est l'histoire d'une femme enceinte qui parle à son bébé et qui lui explique le monde dans lequel il va naître. Et suite à ça, j'ai envoyé un mail un peu en disant à des copains, si vous avez des endroits où ce serait intéressant d'avoir du soutien avec un spectacle, ben moi, je serais très heureuse de jouer ce spectacle. Et ce mail que mon ami Sébastien a envoyé, il l'a envoyé à des gens que j'aime énormément, que j'admire, par exemple Corinne Morel-Darleux et tout. Et en fait, Corinne m'a répondu en disant écoute, viens jouer à l'acte 1 des Soulèvements de la Terre au Jardin des Vêtes. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à être là. Et après, j'ai joué contre la sablerie Lafarge à Saint-Colomban. J'ai joué contre Monsanto. J'ai joué sur le plateau de Saclay. J'ai joué dans à peu près une dizaine d'endroits différents de lutte locale. Et c'était le plus beau cadeau que je pouvais avoir parce que ça fait longtemps que je cherchais un mouvement qui agit concrètement contre la destruction du vivant. Et j'avais vraiment très envie de pas juste dire des textes, mais d'être présente physiquement pour lutter. Et c'est vrai que je me dis souvent, une fois que tout ça sera derrière nous, c'est-à-dire dans 3 semaines, en fait, je pense que je serais hyper contente de pouvoir dire à mes enfants, voilà, j'étais à la bataille de l'eau à Sainte-Soline, j'étais dans la forêt de bord en train d'essayer de protéger les arbres. En tout cas, j'ai agi, quoi. J'ai agi et surtout, ce qui est vraiment incroyable, c'est que les gens qui sont dans ces mouvements-là, il y en a dans la salle, ils sont merveilleux et c'est vrai que voilà, c'est une grande chance d'avoir pu assister à des moments comme ça. Enfin, c'est assez magique. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à des événements des Soulèvements de la Terre ou d'autres luttes locales, mais il n'y a rien qui donne plus de force et plus de joie que d'être là, dans ces endroits-là. Enfin, moi, par exemple, quand j'ai joué au plateau de Saclay, c'était assez dingue parce qu'il y avait un mulot qui regardait le spectacle pendant que je jouais. Et donc, il y avait des gens qui prenaient des photos du mulot et tout. J'ai dit, j'ai joué pour un mulot. Et le plateau de Saclay, ça va être bétonné parce qu'ils veulent mettre l'INRA, qui est donc un truc d'agronomie. Et à la fin, il y avait un ingénieur agronome qui était là et il a pris un morceau de terre et il me l'a montré et il m'a expliqué que ça, c'était 200 000 ans d'évolution. 200 000 ans d'évolution de la terre. Et voilà. Et en fait, de jouer dans ces endroits-là, d'avoir mes costumes qui sont pleins de la terre, de ces endroits-là, je trouve que ça lie au territoire d'une façon... et après, plus jamais j'ai joué le spectacle comme avant Saclay, par exemple. Et puis quand j'étais à Sainte-Soline, les jours d'après, je pensais que à ce que j'avais vu à Serge et je pensais que à ce moment-là. Et en fait, ça change tout, quoi. Et donc, en fait, je suis très heureuse d'avoir eu la chance de participer à ce mouvement. Alors moi, un jour, j'étais à la maison quand même, et ça a sonné à la porte, et c'était les gendarmes qui voulaient emmener Audrey en garde à vue. Hein, quand même. Ça, on ne le dit pas, mais c'est vrai que c'est important quand même de le préciser. Tu refais l'histoire, t'étais même pas là. Non, t'étais pas là. T'as passé ton dernier anniversaire en garde à vue. Ouais. Est-ce que tu veux nous raconter cet anniversaire un peu particulier ? Ce que j'aimerais dire surtout, c'est que ma garde à vue, elle n'est pas très intéressante, mais en tout cas, c'est extrêmement effrayant. Je pense notamment à la garde à vue des gens qui ont fait une action contre Lafarge, le béton. Alors, Lafarge, c'est une entreprise qui est mise en examen pour crimes contre l'humanité, financement illégal du terrorisme. Et le dirigeant, Bruno Lafont, dont je parlais dans le premier spectacle, il est sous contrôle judiciaire. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut imaginer quelqu'un qui aurait participé de près ou de loin aux événements du Bataclan qui serait actuellement sous contrôle judiciaire ? Non. Pourtant, pour Lafarge, c'est comme ça. Pour Lafarge, pour l'instant, il n'y a pas de procès, ce n'est pas jugé, et le dirigeant est toujours en liberté. Et donc, en fait, il y a des militants qui sont allés dénoncer le crime contre le vivant, le crime contre l'humanité, le crime contre tout que commet Lafarge actuellement avec la complicité de l'État, et qui se sont fait réveiller chez eux par l'ASDAT, par la BRI, qui les ont emmenés à 6 h du matin. En plus, la BRI s'est trompée 2 fois de maison.
ils ont traumatisé un couple qui avait rien à voir avec tout ça. Et en plus, ils sont nuls. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est super grave comme atteinte au droit que nous avons de nous défendre, puisque c'est de l'autodéfense. Et donc, je remercie vraiment tous les avocats qui aident les personnes qui sont dans ces situations vraiment un peu effrayantes. Et moi-même, quand ça m'est arrivé, j'ai eu très peur, en fait. J'ai eu très peur, et ça fait partie de tous ces traumas que le capitalisme nous inflige. On a peur parce que nos enfants ne peuvent pas se promener dans la rue parce qu'il y a des SUV. On a peur à cause du réchauffement climatique. On a peur parce que l'eau potable est polluée. Et en plus, on a peur parce qu'il y a des gendarmes qui peuvent débarquer et puis nous reprocher cette autodéfense. Mais ce qui est génial, c'est qu'on sent vraiment que là, ils sont très acharnés. Et ça, c'est le signe que c'est la fin de la lutte. Parce que justement, il y a Derrick Jensen qui raconte ça dans Endgame. Il raconte la fin de l'apartheid. Et il dit que c'est vraiment le moment où toutes les forces se sont déchaînées quand ils se sont rendus compte qu'en fait, ils allaient perdre et qu'ils n'allaient plus avoir le droit de faire ce qu'ils faisaient depuis des siècles. Et je pense que vraiment, actuellement, ceux qui détruisent l'environnement sont dans cette situation. Ils sentent que bientôt, ils ne vont plus avoir le droit de faire ça. Et donc, ils se déchaînent. Voilà, donc c'est bientôt la fin. Bon, à ce moment de l'interview, j'avais prévu une séquence carnet rose. Je voulais vous demander comment vous êtes rencontrés, mais vous m'avez dit juste avant que c'était hyper chiant comme histoire. Donc, on va pas s'intéresser à ça. Non, mais c'est pas hyper chiant. Mais Antonio Guterres, il a dit, il nous reste 18 mois pour sauver la planète, quoi. Antonio Guterres, il a dit, on est la météorite. Parce qu'avant de se mettre avec moi, elle voulait sortir avec Antonio Guterres, en fait. Non, Antonio Guterres de l'ONU. Guterres, ouais. Voilà, dans ton spectacle, tu racontes que vous êtes installé en Essonne. Tu te qualifies volontiers de néo-rural et d'ailleurs, tu es habillé comme une caricature de paysan. Ouais. À quoi ça ressemble votre vie dans l'Essonne et comment votre engagement se traduit dans l'éducation de vos enfants ? Dans l'éducation de nos enfants, écoute... on vole à Carrefour. Elle leur apprend à voler à Carrefour. Elle leur dit qu'on n'a pas le droit de voler dans les magasins, mais qu'à Carrefour, c'est pas grave. Non, c'est pas mais vrai. Vraiment, je te jure. Parce que c'est chez Bernard Arnault. Non, il a mais cela dit, c'est pas faux. C'est vrai que... là où Audrey est admirable, c'est que nos enfants sont à l'école dans la petite ville d'Essonne où on habite, et donc elle se bat, par exemple, pour... que les écoles soient adaptées au changement climatique, parce que c'est vrai que notre fils est devant qui a eu 8 ans, il est devant une baie vitrée là, dès que les chaleurs arrivent, vraiment il revient, il est rôti de la jambe gauche. Et donc Audrey va à la mairie pour dire mais qu'est-ce que vous faites pour adapter les écoles, sachant qu'il y a des budgets qui sont alloués pour ça et tout, pour que les vitres, pour qu'il y ait de la verdure qui repousse dans les écoles, et ils sont là, mais vous nous emmerdez, espèce d'écolo. Donc voilà, donc c'est un peu compliqué quand même. La cantine bio, on essaie. La cantine bio, elle essaye de faire en sorte que... Donc elle est allée manger dans une cantine à Romainville il n'y a pas longtemps, parce qu'il paraît qu'à Romainville, la mairie s'est adaptée pour que ce soit que du localisme qui fournissent les cantines locales. C'est hyper bon à Romainville. Donc c'est que du bio. Allez manger là-bas. Allez mettre vos enfants dans les écoles à Romainville. Vous dites que vous voulez voir comment ça se passe et vous allez déjeuner. Franchement, c'est ne les emmenez pas à Étampes, d'accord ? Où vraiment on a appris des brioches que notre fils il a à l'école, qui leur donne au goûter. On coupera déjà que la mairie elle nous aime pas. Arrête. La mairie ne nous aime pas. Ça vous couperait, s'il vous plaît. Et où en fait effectivement on a passé des brioches qui donnent à l'école, tu sais, avec l'application là, qui note la qualité de ce que tu manges, c'est noté 0 sur 100. Donc c'est difficile. Franchement ils ne peuvent que progresser. Donc c'est quand même un bon avantage là-dessus, c'est quand même un point positif. On voudrait monter un tiers-lieu café associatif aussi, là où on habite. Donc ça, c'est mon nouveau projet, parce que parfois, je veux arrêter d'être comédienne entre 2 spectacles. Alors, à un moment, je vais être infirmière, à un moment... Et là, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat social et solidaire. Donc, je fais une formation actuellement pour être entrepreneuse, business, je sais pas quoi. Bon, je comprends rien. Donc, en fait, je fais la formation, mais je voudrais surtout 1 million pour acheter le lieu et parce qu'on adore la thune. Non, mais par contre, ça, c'est un truc qu'Audrey, sur lequel elle m'a ouvert les yeux. On habite dans une ville de 20 000 habitants en Essonne.
Et c'est vrai que moi, j'ai grandi dans des villes de taille moyenne toute ma vie. C'est-à-dire, j'habitais à Chinon, à Euux, voilà, j'habitais dans des petites villes entre 10-20 000 habitants, et dans lesquelles il m'arrivait de retourner. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les centres-villes de villes moyennes, ça ne veut plus rien dire. Demande c'est des 1 hangars million. à fonds de commerce à louer, quoi. Demande 1 million. s'il 1 te million, plaît. ouais, j'ai demandé, mais ils n'ont pas, apparemment. Moi. Tu sais donc- pas, tu sais pas. Et Nous donc- avons 1 million pour faire un projet de café associatif basé sur le partage, l'échange, la gratuité, pour qu'on s'autonomise, en fait, pour Je suis sûr qu'on autonomiser peut le en faire un territoire. à moins qu'1 million, quand même. Franchement, non, tu crois pas. Ah, il faut que Non, ce mais- soit joli. Non, mais donc elle m'a ouvert les yeux là-dessus sur le fait que les centres-villes aujourd'hui, c'est devenu une catastrophe à cause, une nouvelle fois, des milliardaires. C'est-à-dire qu'à cause de toutes ces plateformes, À quand cause tu arrives d'Amazon. quand tu arrives dans une ville et que tu vois un Darty, un Tapis Saint-Maclou, un Auchan, un Décathlon et toutes ces putains de villes, c'est les mêmes. Et quand tu arrives dans le centre, tu as un Sephora, un Jouet Club et tout, et c'est toutes les mêmes marques partout, que tu vas à Bordeaux, à Nantes, machin, les petites villes de taille moyenne. C'est tous le même schéma de ville. Et c'est vrai que c'est devenu flippant et vertigineux, ces villes qui se ressemblent toutes, dans lesquelles tu arrives, avec le Yves Rocher, le machin, les opticiens, les banques, et c'est toutes les mêmes marques partout. Oui, alors que notre café associatif, ce sera pas du tout une Ça va chaîne. pas être ça, on va mettre des posters va de pas être Iron ça. Maiden. Oui, Et- ce sera dédié à Anna Arendt et Gunther Anders. Et vraiment, je pense que si vous avez 1 million à investir, comme ça va être basé sur la gratuité, vous ne récupérerez pas votre argent. Mais par contre, il sera bien investi. Voilà, c'était une Oh, le message demande. est passé. Merci. On va voir si vous êtes vraiment des néo-ruraux. Je vais vous poser des questions courtes et qui appellent des réponses courtes. On a un bébé chat. Ok. Très bien. On est famille Je sais pas d'accueil comment du bébé réagir chat. à ça. Famille Il est là que pendant un mois, et dans un mois, nos enfants, on va leur dire « T'as bien le bébé chat ?» Ben, on le ramène à la SPA. Et nos enfants Évidemment, vont hurler pendant le chat 10 est ans. végé, ne mange pas les oiseaux du coin, j'imagine. Ou Pas peut-être- du tout. Alors, est-ce que vous avez un compost 2. Et Deux hier, points- deux Audrey points, m'a dit Néo. « Viens, on va vider le compost. » Et je l'ai accompagnée, elle m'a dit « Regarde, comme les vers mangent tout. » Et moi, je suis là, j'ai l'impression d'être chez Jamy. Je suis là, c'est génial. Il est très très beau notre compost, vraiment. C'est un il beau est très compost, beau. ouais. Je pense que les vers, ils mangent très très bien. Donc là, ils sont très nombreux. Et genre, on met un truc et un jour après, c'est de la terre tellement ils le bouffent vite. Bon, j'avais dit des réponses courtes. Ok, pardon. Est-ce que vous avez un potager Non, mais on a du compost. Ah. Ça ne sert à rien du tout. C'est-à-dire que si quelqu'un veut du compost, il n'y a qu'à venir en Essonne chez nous, on vous file plein de compost. Ah, on a un potager. quand Ouais, même. mais bon, pas cette année. On le fait de temps en temps, puis tu jettes les graines du geste Auguste du Summer, là. Mais on sait pas où il faut récupérer, ça va être des choux, des poireaux, ou des tomates, ou de la weed. Est-ce que vous avez des poules Alors moi, j'aime pas prendre... J'ai un problème, j'ai peur des volatiles, donc... Si je prends une poule... J'ai peur que... Ah et après, je vais l'acheter dans la poubelle. Est-ce que vous avez des chèvres Mais évidemment que non. Non, quand même pas. Est-ce que vous habitez dans un éco-hameau À Éco-Hameau? Est-ce que vous avez isolé votre maison en terre, paille, chanvre On a isolé, tu sais, le gars qui est venu mettre la paille... Non, mais vous n'êtes pas du tout néo-ruraux, vous êtes des banlieusards. C'est pas- c'est Mais pas on grave. fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut, faut putain. accepter Pas de le leçon de morale. Pas de leçon de morale. Non, mais putain, j'ai pas fait des hautes études de biologie, moi, pour faire la différence entre la paille et ce que t'as dit là. Je sais plus, mais donc on a fait isoler le truc. On a fait isoler, le toit dans le triangle là. Le gars, il nous a dit on va mettre de la mousse avec un G en tuyau. J'ai pas compris. Hein. Et donc, j'étais Non, pas mais là quand il l'a c'est fait. bien, en même temps, je regarde la connaissance que tu as de la maison et je suis un Ouais. peu atterrée. Mais Ouais. ok. Bon, ça va être une des dernières séquences de la soirée et qui a été préparée avec l'aimable participation de Thomas VDB. On va vous faire un quiz, un blind test. Ah oui, c'est vrai. Un blind test des questions sur l'écologie. Alors, je vais voir si ça fonctionne, si je mets les chansons que tu m'as recommandées. Donc, il n'y a pas de flûte à bec à gagner pour cette émission, Non. parce qu'on a compris qu'il y aura peut-être plus de flûte à bec à gagner. En revanche, il y a des tickets boissons, parce qu'on a plein de tickets boissons. Donc, J'ai le droit de jouer? il y aura 5 chansons. Comment on fait? Est-ce qu'on laisse hurler les gens? Est-ce qu'il y a des mains qui se lèvent? Celui qui sait la chanson que c'est, il a le droit de lever la main. Et il gagne. Mais il faut qu'il dise le paye titre plus, il aussi. paye plus à boire jusqu'à la fin de la Mais il soirée. faut dire le titre de la chanson aussi. Parce que Il sinon, faut c'est dire au facile. moins le nom de l'artiste. Ok, alors on va voir si ça fonctionne.
putain. Non. Non. C'est des chansons sur l'écologie, hein. Ouais. Non. Ouais, quelle chanson? Quelle chanson? Assassin, franchement, il a reconnu Assassin. Assassin, quelle On chanson? peut l'applaudir, c'est Jean-Jacques. Jean-Jacques, qui est chanteur du groupe Assassin. Alors, non, Assassin, c'est le groupe du frère de Vincent Cassel. Vincent Cassel, l'acteur, il a un frère donc, qui faisait un groupe de rap dans les années 90 et toutes les paroles, à chaque fois, il chantait toutes les paroles sonnent comme ça. Mais donc, et le morceau s'appelle Le futur que nous réserve-t-il? Non, c'est Sauvons la planète. Sauvons la planète. C'est un morceau qui a 25 ans quand même. Bon. Donc, je sais pas si on peut donner un ticket boisson, Justine. Ce serait quand même de bonne guerre. À Jean-Jacques du groupe Assassin. Ouais, franchement. Prochaine chanson. Faut lever la main. Non. C'est pas Théo Georges. C'est le même pays. C'est le même pays. Ouais. C'est pas João Gilberto, mais c'est la même époque. C'est les mêmes. Ça commence par un J aussi. C'est pas Gilberto Gil. T'as dit qui? Non. Elle est dure celle-là. Voilà, encore 5 secondes. Alors si vous trouvez pas, c'est Thomas VDB qui ramasse le ticket. Hein. C'est comme le jeu des 1000 €. C'était Anton Carlos Jobim. Ah bah ouais, mais vous y connaissez rien en zik, je vous le dis, quoi, c'est tout. Non, et donc était un immense défenseur de la nature, et voilà. Et donc la plupart de ses paroles parlent des oiseaux, de la forêt et de l'eau. Hein. Je sais pas comment on dit eau en brésilien, mais voilà, c'est pas vrai ça. Je pense que ça ressemble à agua ou un truc. Agua, c'est ça, tout à fait. Donc un ticket pour Thomas VDB. Prochaine chanson. Ouais. Marvin Gaye. Marvin Gaye. Marvin Gaye, c'est la bonne réponse. La chanson s'appelle Mercy Mercy Me, The Ecology. Parce qu'en fait, sur What's Going On de Marvin Gaye, énormément des textes parlent d'écologie, ils parlent des poissons et tout. Et vraiment, on croit que ça parle de se danser de façon sensuelle dans les boîtes. Mais en fait, ils parlent des raimentas et des brochets, quoi. On ne s'y attend pas du tout. Voilà, c'est vraiment le sujet de cet album. Next. C'est pointu comme sélection. C'est pointu. Bon. Allez, c'est les Sparks. Thomas va finir ivre-mort si vous continuez comme ça. Là. Non, c'est les Sparks, qui est un immense duo de pop américain qui ne sont pas du tout engagés, mais qui ont fait un morceau pour la défense de la planète en 1974. Et donc c'était un morceau qui s'appelle Never Turn Your Back on Mother Earth. Et donc c'est vraiment un morceau qui est vraiment qui parle de ça. C'est le seul qu'ils ont fait qui parle vraiment de cette question-là, mais qui a 50 ans finalement. 50 ans, donc c'était là avant qu'on soit tous nés là. Voilà, donc voilà. Les Sparks. Et la dernière chanson, ça va être une course de vitesse parce que j'ose espérer que vous la connaissez. Attention, vous êtes prêts? Voilà. Alcoolique. Tu voulais vraiment boire Midnight gratuitement. Oil, Bells Are Burning. Ouais. Bah oui, ce groupe anecdote. australien qui parlait d'écologie, c'était la seule façon qu'on avait de parler d'écologie au top 50. C'était quand Mark Toesca était là. Il faut savoir que c'était un morceau qui parle en fait de la défense de la planète. Voilà, donc c'était vraiment l'écologie des années 80. Mais voilà, Midnight Oil était vraiment hyper engagé à l'époque déjà. Bon, avant qu'on passe aux questions du public, un dernier petit mot. Qu'est-ce qui vous donne de la force ou de l'espoir? Moi, des moments comme ça. Voilà, des moments comme ça, des rencontres très sympa comme réponse. de voir qu'il y a des gens... En fait, en vérité, ce qui me donne de l'espoir, c'est le discours d'Audrey, pardon, hein. Mais de voir que quand elle parle, là, tout à l'heure, et qu'elle est très habitée par ce qu'elle dit, et moi-même, je bois un peu ses paroles, parce qu'en fait, depuis qu'on est ensemble, je suis très influencé par son discours et son intelligence, et c'est d'entendre les gens qui sont là, ah ouais, et de l'écouter comme ça. Ah ouais. Et ça, je me dis, parce qu'en fait, je me rends compte qu'elle a souvent raison. Ce qui est un peu chiant pour moi, en tant que partenaire de couple, parce que des fois, je suis là, ouais, mais tu me fais chier. Puis au bout d'un moment, je suis là, ah ouais, c'est vrai, quand même, t'as raison. Et donc, sur ces questions-là, particulièrement, Audrey, vraiment, elle a
10 bornes d'avance sur moi et d'entendre, de voir qu'il y a des gens qui se rassemblent pour parler de ces questions, d'en parler avec la même sensibilité, la même acuité. Voilà, ça me rassure finalement. Ça me rassure. Et on a besoin d'être rassuré, puisqu'on parlait de... Tout à l'heure, tu disais qui a peur et tout le monde s'est levé. Je me dis tout le monde a besoin d'être rassuré. Donc voilà, ça me rassure. Et Audrey, je sens que c'est un texte qui te donne de l'espoir Oh là là, et de la force. elle a un chapitre entier là, écrit par Dostoïevski. C'est un extrait d'un livre qui s'appelle Manifeste pour l'invention d'une nouvelle condition paysanne. Et ce texte, il est trop beau. Vous allez voir, ça redonne de l'espoir. Il s'appelle Le passage du Nord-Ouest, l'histoire d'une nouvelle genèse. Les conditions historiques avaient changé. Ce qui n'existait pas jusque-là, ce fameux passage par lesquels le marin du centre du Vieux Monde cherchait en vain pendant des siècles à rallier l'Extrême-Orient, avait fini par émerger de la banquise en déconfiture. C'était une transformation significative de ce nouvel âge de l'histoire que certains baptisèrent Anthropocène, parce que, dirent-ils, son avènement résultait de l'activité humaine. Pourtant, pas plus que la formation de l'atmosphère oxygénée n'avait résulté de la volonté des plantes, cette nouvelle genèse n'était l'expression d'une volonté humaine. La géo-ingénierie était tout simplement le résultat biomécanique du fonctionnement de ce qu'on appelait par un raccourci de langage et surtout de pensée société humaine. Et de même qu'on ne savait pas encore si les humains pourraient se passer des plantes, on ignorait si la machine pourrait se passer des humains. Ces conditions historiques inédites ouvraient de nouvelles perspectives pour le vivant. La plus vraisemblable consistait à trouver une niche dans ce monde d'artifice, à s'hybrider avec la machine, à accepter de faire corps et âme avec elle. Une autre perspective, bien plus fragile, se profilait. Elle consistait, pour ceux qui le désiraient, plutôt que adhérer à cette mutation, à rechercher les conditions et la voie d'une éventuelle liberté. Pour cela, il fallait croire que ce qui n'avait jamais été possible puisse le devenir. Et de même que le passage du Nord-Ouest avait fini par s'ouvrir, il fallait supposer que la voie inédite vers l'alliance heureuse des consciences bienveillantes n'était plus exclue. Cette insoumission à l'ancien ordre ne serait pas l'œuvre d'une classe particulière d'humains, mais celle de toutes les consciences rebelles. Il fallait imaginer que cette perspective apparaîtrait bien plus désirable et finalement bien plus aisée que le destin qui oblige à devenir un quelconque accessoire machinal. En définitive, l'enjeu est de savoir si l'histoire humaine aura été le trait d'union entre la vie biologique et la vie artificielle, ou alors un instant de l'histoire du vivant qui aura fait émerger la liberté dans le paysage. L'issue du combat vital s'écrit aujourd'hui. C'est l'œuvre des générations présentes qui s'appuie et prolonge celle du passé. Chacun encore vivant y prend part, selon son bon plaisir, mais aussi son courage, sa volonté et sa raison d'être. On y croit ou pas? On y croit à fond, non? Est-ce que je peux vous lire... En fait, est-ce que je peux vous lire un truc? C'est la lettre d'un raffineur que je devais lire à l'Assemblée Générale de Total, mais qui a été nassée par les flics. Je n'ai pas pu y aller. Et est-ce que ça vous dit? Voilà, c'est la lettre d'un raffineur de la raffinerie de Grand Puy, en Seine-et-Marne, que j'adore, parce que... Bon, je vais vous la lire. Ok. Donc voilà, c'est une lettre d'un raffineur que j'aurais dû lire à l'AG de Total, mais que je n'ai pas pu lire à cause de... Et c'est les 2 pages? Ouais. Ouais. Ça va. Ouais. Lettre d'un raffineur. Papa, je peux sortir dehors jouer à la balançoire? Non, mon fils, pas maintenant. On a eu un problème à la raffinerie. Le patron de papa a refusé de changer les filtres. Toutes les fumées sont pleines de produits toxiques. J'en respire déjà du matin au soir. Je veux pas que ce soit ton tour. On peut aller se baigner dans la Seine, c'est juste en face de chez nous. Non, parce que les eaux de la raffinerie sont envoyées au-dessus de chez nous et c'est pas propre tous les jours. Ça va, mon amour, tu as l'air contrarié. Oui, j'ai été voir le patron aujourd'hui. Je lui ai fait part du projet que l'on a monté avec les copains de mon unité, tu te souviens? On a passé toute la nuit à faire le tour de toutes les fuites d'eau potable. Ça m'a rendu dingue de voir toute cette eau qui part dans les égouts.
J'en ai parlé à un copain du syndicat pour qu'il en parle au patron. Il a dit qu'il n'était pas intéressé. Ça ne rapportait pas de réparer. Je suis en rage. En plus, la mairie interdit d'arroser les potagers à cause de la sécheresse. Voici quelques mots que peuvent échanger des raffineurs avec leurs familles. Je n'ai pas le temps de vous raconter toutes les discussions autour des cancers que l'on attrape au contact des produits chimiques, comme le benzène, du diabète, des migraines, de la fatigue chronique causée par l'absence d'horaire fixe, sans parler de la vie sociale qui est bien réduite par le nombre de week-ends et de nuits travaillées. Contrairement à ce que dit Andreas Malm, les intérêts des travailleurs des énergies fossiles ne sont pas de produire des polluants, bien au contraire. Nous, raffineurs, nous sommes les premiers êtres vivants touchés par la pollution de nos usines, bien avant le poisson de la rivière et l'ensemble de la nature. Nous respirons des carburants du matin au soir. Nous rentrons chez nous imprégnés de cette odeur sur notre peau, dans nos cheveux. Qui souhaiterait ça pour lui-même et pour ses enfants? Et pourtant, nous y travaillons, pour plusieurs raisons, toutes liées au système dans lequel nous vivons le capitalisme. La plus importante est celle de vivre, pouvoir remplir son frigo, nourrir ses enfants, se déplacer. La pénibilité, l'insalubrité, la dangerosité, ça se vend. Alors, on se vend. La deuxième est secondaire, mais elle a son importance. Nous produisons ce que nous utilisons tous les jours pour nous déplacer et dans les objets du quotidien. Nous sommes conscients que c'est le système capitaliste qui décide, mais nous répondons à un besoin immédiat. En tout cas, tant que nous ne trouvons pas d'alternative, le pétrole est partout. Voilà pourquoi, pendant notre grève reconductible de 45 jours à Grandpuits, nous avons porté pour nous le seul programme de transition crédible à nos yeux. La nationalisation de l'ensemble des raffineries et de l'ensemble des secteurs de l'industrie sous contrôle des travailleurs. Bien qu'il y ait plusieurs partis qui portent la nécessité de nationaliser Total, la grande majorité ne conditionne pas cette nationalisation au contrôle ouvrier. Que signifie une raffinerie sous contrôle ouvrier ? Travailler dans une raffinerie, c'est travailler au milieu de milliers de bouteilles de gaz, de réservoirs, de carburants à haute pression et haute température. Grâce à un savoir-faire transmis par les anciens, riches de leur expérience de plusieurs dizaines d'années, les raffineurs maîtrisent ce risque au quotidien. Seulement, les injonctions à maximiser les profits provoquent souvent les feux, les pollutions, parfois les explosions. Comme je l'explique au début de notre texte, notre intérêt en tant qu'ouvriers est de nous éloigner de la précarité, mais aussi de répondre à nos besoins collectifs. Il nous est arrivé, pendant quelques semaines que nous avons passé en grève à la raffinerie de Grandpuits, de décider de beaucoup. Une expérience qui n'est pas le contrôle ouvrier de Total de la raffinerie, mais qui esquisse ce que nous pourrions faire à grande échelle, parce qu'il s'agit bien de penser à grande échelle. Quand on se met en grève, dans la plupart des usines, on ne rentre plus sur son lieu de travail. Dans une raffinerie, c'est plus compliqué. Il nous faut assurer la sécurité des installations pleines de carburant pour protéger les travailleurs, les habitants et la nature. Le rapport de force est de notre côté pendant les grèves et alors nous pouvons décider. C'est d'ailleurs le seul moment où l'on décide quand on est au travail. À Grandpuits, c'est l'auto-organisation qui a permis cela, portée par le comité de grève qui pensait toutes les problématiques que l'on rencontre au quotidien. La priorité des travaux, les plannings, l'organisation des roulements. Tous les matins, on se réunit et on discute des priorités de l'usine. Pendant ce moment libéré de l'exploitation, on prend conscience de ce que pourrait être le contrôle ouvrier. Quand il y a une pollution de l'eau, il arrive que l'usine continue à rejeter l'eau polluée quand le patron le décide. L'exemple du scandale des eaux noires au Yémen nous montre les conséquences extrêmes d'une unité de production d'hydrocarbures sous le contrôle du capitalisme. Souvent, on fait remarquer qu'en France, il n'est pas besoin de saboter des pipelines. Total le fait très bien. Et c'est une catastrophe. Si nous le décidions, nous pourrions arrêter les unités en protégeant la nature sans se préoccuper des profits. Nous savons comment stocker l'eau dans des bassins étanches, séparer l'eau des polluants et la rendre propre aux rejets en Seine. Cela prend du temps, demande d'investir dans des bassins, dans des unités de traitement que nous connaissons par cœur. Tous les jours, nous faisons nos tournées, nous en connaissons les moindres recoins, la moindre vanne, le moindre tuyau. Qui de mieux placé que nous pour contrôler ces machines ? Nous sommes ceux qui veillons de jour comme de nuit à ce que les êtres vivants, les travailleurs et tous ceux qui vivent dans la nature ne soient pas touchés par ces polluants issus des hydrocarbures. D'AgroParisTech à Polytechnique, on a vu les discours de futurs ingénieurs qui choisissent de déserter plutôt que de mettre leurs compétences au service du ravage écologique en cours. Dans le même temps, de plus en plus d'ingénieurs démissionnent face à la perte de sens de leur travail, le sentiment de nourrir la crise. Mais maintenant, imaginez, si les déserteurs et les raffineurs s'organisaient pour réfléchir ensemble comment on dépollue, met sous contrôle, organise la transition et la reconversion de cette industrie. Créons des espaces communs où nous pensons comment reprendre le contrôle de nos usines,
Organisons-nous pour tout leur reprendre. La situation nous oblige. À la crise écologique s'ajoutent les autres crises, la guerre en Ukraine, le génocide en Palestine, la répression de tous les militants écologistes, syndicaux, en soutien à la Palestine. Le temps presse. Ce sera eux ou nous. Merci beaucoup d'avoir donné la parole à un raffineur, parce que voilà, les ouvriers sont souvent ceux qui sont le plus près de la catastrophe et on ne les entend pas. À la radio, à la télé, on ne les invite pas alors qu'ils sont très concernés et qui sont... Bref. Eh ben, merci de leur avoir donné voix en tout cas. Alors vous avez vu comment c'est trop cool le Club de Verre. Et donc on vous invite à rejoindre le club et à venir à tous nos apéros pour rencontrer des invités aussi exceptionnels que Thomas VDB et Audrey Vernon. Réfléchir avec nous à la meilleure manière de créer le grand média du climat dont on a tant besoin. Et juste aussi boire des coups et écouter de la musique parce que c'est aussi ça. L'écologie, c'est pas seulement une punition, ça peut aussi être une fête. À très bientôt, on se retrouve pour le prochain apéro du club.